8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Victoire retentissante de la sélection marocaine de football U17 contre le Mali. Le Maroc s'offre ainsi le trophée continental. Suite à ce grand exploit historique, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale. La tête dans les livres, les pieds dans le ciel. Le Salon international de l'édition et du livre attire les foules ce dimanche. L'occasion de découvrir les nouvelles parutions et d'échanger même avec les auteurs. Aujourd'hui, le public a eu droit à la présentation de 2 ouvrages sur la musicologie. Notre équipe y était. Féru d'automobile vintage, cette exposition risque de vous faire de l'œil. Escapade à Driouech où prend place une collection de carrosseries rétro des années 50, de vraies machines à remonter le temps. Bonsoir, ils l'ont promis, ils l'ont fait. Les hommes de Nabil Baha ont hissé le Maroc sur le toit de l'Afrique. La sélection nationale des moins de 17 ans a remporté hier la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Mali. Suite à ce sacre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale. Ainsi, à l'occasion de la victoire de la sélection nationale marocaine de football des moins de 17 ans à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, que notre pays a abrité avec une généreuse hospitalité et un accueil très chaleureux, nous avons le plaisir de vous adresser nos plus chaleureuses félicitations pour ce sacre africain amplement mérité, écrit Sa Majesté le Roi dans ce message. Le souverain dit apprécier hautement les efforts déployés par toutes les composantes de notre jeune équipe nationale, joueurs en herbe, entraîneurs et techniciens, ainsi que par les cadres et les dirigeants de la Fédération royale marocaine de football, en vue de décrocher ce titre majeur. Sa Majesté le Roi s'est dit profondément convaincu que ce sacre sera une grande source de motivation et un exemple à suivre pour les jeunes athlètes et la jeunesse marocaine en vue de persévérer et de déployer plus d'efforts pour davantage de performances et de consécration dans les compétitions sportives continentales et internationales et dans les diverses catégories et disciplines. L'exploit des lionceaux face aux Aiglonnais hier soir a fait le bonheur des Marocains. Attablés dans les cafés ou chez eux, des millions de supporters marocains ont bondi de joie et célébré comme il se doit ce sacre. Zakaria Moukine Billah recueille pour nous les réactions à chaud après cette belle distinction. La consécration de l'équipe nationale U17, un sacre historique qui restera gravé en lettres d'or dans l'histoire du football national. Ce premier titre de champion d'Afrique U17 rend fier l'ensemble de la nation et des supporters marocains qui ont suivi le parcours sans faute des protégés de Nabil Baha au cours de ces compétitions. Les yeux rivés sur l'écran, les supporters ont suivi la finale des Lionceaux contre le Mali avec beaucoup d'espoir. À Oujda comme dans d'autres villes, le public a été tenu en haleine 90 minutes durant. Les tirs au but apportent la délivrance et hissent l'équipe nationale U17 sur le toit de l'Afrique. Je suis fier de mon pays, que ce soit les jeunes, les grands. Franchement, ils font quelque chose cette année. J'espère que cette année, le Maroc va gagner la CAN. Et je suis Tahia al-Maghreb. Fier de mon pays. Nous sommes très fiers de cette victoire. La rencontre était équilibrée entre les deux équipes. Les Marocains ont tout donné et la victoire a été de notre côté. Les joueurs nous ont honorés avec cette belle réalisation. Nous sommes très heureux. Avec ce sacre historique, l'euphorie était générale aux 4 coins du royaume. À la sortie du stade El-Bachir de Mohammedia où s'est tenue la rencontre, Marocains et étrangers résidant au Maroc exultent. Plus tard, ils célébreront dignement ce sacre. La rencontre était intéressante. Les joueurs ont présenté un bon niveau de jeu. J'espère que l'équipe A remportera la CAN pour que le titre reste chez nous. Je suis hyper heureuse pour le Maroc aujourd'hui. Les lionceaux de l'Atlas, magnifiques pour la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et au nom de toute l'amitié et de toute
le soutien qu'ils ont fait aux Ivoiriens lors de la CAN, je suis plus que heureuse. On est très content. Maroc le mérite. Il le mérite parce que le Maroc, c'est mon deuxième pays. Et j'ai grandi au Maroc. Ça fait 20 ans que je suis au Maroc. Cette nouvelle réalisation vient s'ajouter aux prestations de l'équipe nationale dans différents événements internationaux, comme la réalisation des Lions de l'Atlas au Mondial du Qatar. Une dynamique footballistique compte bien se poursuivre. Les supporters voient en cette CAN U17 une répétition de la CAN 2025 que le Maroc accueillera à la fin de l'année. Les espoirs sont grands, à la taille des efforts qui sont fournis. Et les Marocains espèrent désormais pareille performance pour les échéances à venir. CAN Maroc 2025, CAN féminine Maroc 2024, autant de compétitions de premier plan attendues sous nos cieux pour les prochains mois. Pour accompagner l'essor des contingents de supporters africains attendus lors de ces différentes échéances, la RAM devient partenaire global officiel de la CAF. Royal Air Maroc a signé hier un accord de partenariat stratégique avec la Confédération africaine de football. Les développements avec Sophia Fkarout. Un accord à haute altitude. La Royal Air Maroc devient le partenaire officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, en plus d'autres compétitions de premier plan. This historic agreement with Air Maroc. C'est un accord historique pour le football africain et pour les 54 fédérations membres de la CAF. La RAM a un leadership exceptionnel. Ce partenariat contribuera à faciliter le déplacement de centaines de milliers de supporters africains vers le Royaume à l'occasion de la CAN 2025. Nous avons évoqué le chiffre de 500 000 visiteurs, mais je suis convaincu que nous serons encore plus nombreux. Concrètement, la Royal Air Maroc va faciliter la mobilité des joueurs, des équipes et des supporters à travers le continent et le monde. Pour répondre à la demande accrue lors des événements de la CAF, la compagnie mettra en place un dispositif opérationnel et commercial inédit. Pour cela, la compagnie nationale va augmenter de manière significative son programme de vol, avec une capacité et une offre adaptées aux besoins des supporters. Un accroissement très important des flux aériens, jusqu'à doubler les flux des principales capitales africaines sur notre pays pour accompagner les supporters de tous ces pays vers les différents stades marocains pour assister aux différentes manifestations, sans oublier les diasporas marocaines et africaines qui sont partout dans le monde, où non seulement nous allons connecter les principales capitales européennes vers les stades marocains et les aéroports marocains, mais aussi les différentes villes en Europe, en Amérique du Nord que nous desservons, en Asie. La RAM va également mettre en place des offres spéciales et des packages dédiés aux supporters afin de leur permettre d'assister aux matchs dans les meilleures conditions possibles. Avec ce partenariat, la prochaine CAN au Maroc opérera un vol direct vers le succès. Place à présent à notre rétrospective de l'actualité de la semaine avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui a fait l'actualité diplomatique cette semaine, c'est la tournée européenne du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nasser Bourita a effectué une série de déplacements dans nombre de capitales européennes. La France, l'Estonie, la Croatie, la Moldavie et la Slovénie. Il a eu une batterie d'entretiens avec ses homologues européens, notamment au sujet de la question du Sahara marocain. Quel bilan peut-on ressortir de cette tournée ? Avant cette tournée européenne, il faut mentionner quelques jours auparavant, la visite de notre ministre des Affaires étrangères à Washington a été reçue donc le 8 le mardi 8, par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'est important. Et donc c'est dans le prolongement de ce premier rendez-vous avec le responsable de la diplomatie américaine que notre ministre des Affaires étrangères a entrepris sa tournée. C'est une tournée importante qui couvre un certain nombre de pays. Vous avez parlé de Paris, évidemment. Elle a été reçue par son homologue Jean-Noël Barrot, puis Madrid, il faut le dire, par son homologue espagnol Alvarez, José Manuel Alvarez, puis un certain nombre d'autres pays d'Europe de l'Est, lesquels l'Estonie,
qui est un petit pays balte, vous le savez, mais qui est là, qui est important. La Croatie, la Moldavie, la Hongrie aussi, et la clôture avec la Slovénie. Il faut noter pour la Slovénie un statut particulier. La Slovénie est membre non permanent du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2024, donc encore pendant 2 ans. Les autres pays, c'est important. Pourquoi ces pays-là? D'abord, ça permet de renforcer les relations bilatérales. C'est toujours ça d'acquis dans l'actif de notre diplomatie. Puis ça permet également de les sensibiliser, si besoin était, sur la nécessité d'apporter ou de réitérer plus exactement leur soutien à la cause nationale. Ce sont tous des pays qui soutiennent le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et c'est pour ça que c'est important que cette visite de notre ministre des Affaires étrangères dans les pays que je viens d'énumérer. Et le dossier du Sahara marocain est donc central lors de cette tournée. Un périple qui intervient dans un contexte marqué par la trajectoire irréversible qui consacre la justesse de notre première cause nationale à travers les soutiens grandissants et croissants de nombre de grandes puissances mondiales influentes. Les États-Unis, en l'occurrence, ont réitéré haut et fort leur appui stable et inchangé à la marocanité du Sahara. À la lumière de ces nouveaux développements, serait-on en train de se diriger vers un consensus international pour clore définitivement ce conflit artificiel? Il y a un certain nombre de données qu'il faut rappeler. Première donnée, la généralisation du consensus de la communauté internationale sur la question du Sahara marocain. À ce jour, il y a 110 pays qui soutiennent la marocanité du Sahara et le plan d'autonomie. Il y en a 55 qui ne se prononcent pas, et il y en a 22 qui sont hostiles, soit 17% des 193 États membres de l'ONU. Deuxième donnée, c'est le soutien réaffirmé avec donc de manière significative par l'administration américaine, et ça a été dit lors de l'entretien auquel j'ai fait référence de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, avec notre ministre des Affaires étrangères, Nassal Bourita, le mardi 10 avril. Troisième donnée dans ce sens-là, également la réaffirmation du soutien français. La France est, comme les États-Unis, membre du Conseil de sécurité, donc ce sont des puissances influentes au sein de cette organisation mondiale, sans oublier l'appui également réitéré de l'Espagne, qui a eu des responsabilités historiques administratives, et ça n'est pas indifférent qu'elle apporte son appui, ce qui est fait d'ailleurs depuis 2022. Enfin, il faut bien parler avec tout le monde. Il y a un certain nombre de pays qui, même s'ils sont loin de notre continent, de notre région, on voit au chapitre parce que ce sont des États souverains indépendants. D'ailleurs, on n'a pas parlé le ministre n'a pas parlé que du Sahara. Et Marocain, il a également parlé du renforcement des relations bilatérales avec des projets, des coopérations, etc. Alors, voilà le premier niveau, l'état du dossier. Maintenant, en termes diplomatiques, comment ça se présente? Ça se présente avec des éléments nouveaux, cette fois-ci, et la déclaration faite il y a 2 jours, vous le savez, du conseiller spécial du président Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, on l'oublie, donc le Libanais Massaad Boulos. Qu'est-ce qu'il a dit, ce haut responsable américain? Il a dit que, évidemment, il faut avancer, que la situation ne peut plus durer. Il a fait référence à la situation de détresse des réfugiés de population sahraoui dans les camps de Tindouf, et il a dit qu'il allait prendre des initiatives pour accélérer la relance du processus de négociation. Plus encore, il a précisé qu'il allait se rendre prochainement dans la région ou au Maroc, à Rabat et à Alger. Il n'a pas fait référence à un éventuel voyage dans les camps de Tindouf après le mouvement séparatiste. Donc c'est important pour nous parce que c'est la polarisation du dossier national, comme le Maroc l'a toujours dit depuis des décennies, entre le Maroc et le pays voisin, en l'occurrence l'Algérie. Pardon, je voudrais ajouter un point, c'est qu'il y a un agenda qui a été fixé, c'est dans les 3 mois. C'est-à-dire que ça va aller vite, il va se déplacer, il va faire des propositions de médiation. C'est important, je dis bien médiation, et non pas de bons offices. La médiation, c'est que vous arrêtez un plan et que vous invitez instamment les parties à respecter les décisions, les propositions de la médiation. Ça
Ça n'est pas une mission de bons offices, celle dont a été chargé Staffan de Mistura, lequel a échoué. Nommé voici 4 ans et demi, en octobre 2021, donc de 3 ans et demi exactement, puisqu'on est en avril. Il avait essayé de mener des procédures, et puis surtout, il faut le dire, c'était disqualifié en proposant voici 6 mois au Conseil de sécurité, la partition, et donc finalement, il sera là comme accompagnateur, mais sans plus, et c'est extrêmement important pour les perspectives, enfin, de règlement de la question nationale. On enchaîne ce décryptage, le professeur, sur un tout autre volet, celui de la tech et de la start-up, avec la clôture mercredi à Marrakech du GITEX Africa 2025. Cette 3e édition a réuni le gratin de la tech africaine, quelques 15 000 exposants venus de 130 pays. En accueillant un méga événement comme le GITEX, le Maroc serait-il en train de progresser vers une plaque tournante de la tech en Afrique? Vous l'avez dit, c'est la 3e édition du GITEX Africa. Il faut rappeler qu'il y a un GITEX mondial, donc dont le siège est à Dubaï. Donc nous avons ici, pour la 3e année consécutive, la déclinaison africaine du GITEX. Alors, c'est extrêmement important parce que le Maroc s'est installé dans une stratégie, vous savez, c'est d'être un hub numérique régional et d'accélérer en même temps la transition digitale. Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été retenues pour ce salon du GITEX sur l'intelligence artificielle, la transition verte, la cybersécurité. C'est extrêmement important, la santé numérique, la 5G, la connectivité, enfin finance et fintech. Pour la 5G, c'est important parce qu'elle va être opérationnelle au Maroc, vous savez quand, en novembre prochain. Et donc c'est extrêmement important pour Internet, objets, le haut débit, etc. Il faut ajouter que ça va être complété par deux éditions spécialisées, l'une donc qui auront lieu à Casablanca, en avril 2026 et octobre 2025. Octobre 2025, c'est le GITEX Industrie et Logistique, Casablanca, capitale économique. Avril 2026, c'est le GITEX Santé, extrêmement important. Donc un grand succès, des centaines d'investisseurs, 140 pays présents, 50 000 visiteurs, plus de 500 exposants. Voilà un engagement du Maroc dans l'ère numérique. Je vous remercie, professeur Moussa Hemi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Autre rendez-vous fédérateur, le Salon international de l'édition et du livre est de retour pour une 30e édition. Sous les immenses chapiteaux du ciel à Rabat, femmes et hommes de lettres se retrouvent avec le grand public autour des nouvelles parutions. En ce jour 3 du salon, coup de projecteur sur 2 ouvrages signés Abdelaziz et Nabil Ben Abdjelil. Les 2 musicologues y explorent les spécificités de la musique marocaine sous une approche plutôt novatrice. Mohamed Nasseri et Zakaria Mokin Billah. De tout temps, la musique a fait partie de la culture et du patrimoine marocain. Son influence a été perceptible et consignée jusque dans les récits de voyage des grands personnages de l'histoire, tels que le grand voyageur Ibn Battuta. C'est l'objet du nouvel ouvrage du chercheur et musicologue Abdelaziz Ben Abdjelil. Intitulé La musique dans les voyages des Marocains et des Andalous, ce nouvel ouvrage se veut une exploration de la culture musicale au Maroc et en Andalousie, à l'époque des Mérinides et des Ouattacides. Ce livre traite de la musique en Maroc et en Andalousie, non pas à travers les sources classiques, mais à travers les récits de voyage, à commencer par Ibn Jouber en arrivant à Ibn Battuta. À titre d'exemple, ma lecture du livre d'Ibn Battuta m'a renseigné sur près de 100 références à la musique, ce qui est très important pour comprendre la musique à cette époque. J'ai beaucoup lu les ouvrages de M. Ben Abdjelil, celles que la musique andalouse et le melhoun. Tel père, tel fils, le professeur et musicologue Nabil Ben Abdjelil présente pour sa part réflexion sur la musique au Maroc et dans le monde arabe. Ce livre se veut un regard critique sur la production musicale marocaine. Avec la profusion et la dynamique actuelle, l'idée est aussi de garder un sens critique tout en œuvrant à sauvegarder le patrimoine musical national. Réflexion sur la musique au Maroc et au monde arabe est un assemblage d'articles que j'ai rédigés les dernières années. Il y a quelques articles qui traitent de thématiques différentes. Un article qui traite d'une vision panoramique sur la musique marocaine de manière générale. Un article qui traite de
qui soi-disant propose une matière d'entrée à l'histoire de la musique arabe. Ce genre d'ouvrage est important pour donner une idée sur l'histoire de la musique, afin de bien cerner le contexte et les événements historiques. Offrant des visions d'ensemble sur la musique marocaine, ces deux ouvrages contribueront à coup sûr à enrichir les connaissances sur ses particularités et sur le développement historique des arts afférents. Ils appellent surtout à l'importance de sauvegarder le patrimoine musical marocain, source inépuisable d'inspiration pour les générations futures. Je vous propose à présent de mettre votre ceinture car nous allons voyager dans le temps à bord de voitures de collection. Notre destination, Drewush, qui accueille une exposition de voitures vintage, de belles berlines qui résistent à l'usure du temps. Et vous allez voir, les voitures d'époque n'ont pas fini de passionner, cheveux blancs et cheveux gris, et même des très jeunes. Rachid Latabi et Malia Ouad. Dès l'entrée du musée Drewush, de vieilles automobiles d'époque prennent la pose. Parmi elles, le mythique Van Carper datant des années 50 et symbole absolu du Flower Power attire tous les regards, tout comme l'emblématique Sidecar dans sa version Aviator. Venues des quatre coins de l'Europe, mais aussi du Maroc, ces voitures de collection offrent une escapade extraordinaire au cœur de l'histoire. Nous avons l'habitude d'accueillir des touristes passionnés par le vintage et par les objets rétro qui ont une histoire. Par exemple, les véhicules qui sont exposés aujourd'hui au sein du musée proviennent en partie de collections privées importées d'Europe. Dans ce musée aux allures de cabinet de curiosité, des gramophones pourvus d'entonnoirs côtoient de vieux tourne-disques, mais aussi des téléphones à cadran rotatif datant des années 30 et des pièces de monnaie et autres médailles, aussi rares qu'insolites. Ces objets-là, ils présentent vraiment une histoire, l'histoire de la région du Rif. Donc c'est un musée normalement qui devrait être inclus ou bien c'est-à-dire introduit dans le circuit touristique au niveau du royaume. C'est un musée vraiment à voir. Et parmi ces objets improbables, certains ont été ramenés des Pays-Bas par les Marocains résidant à l'étranger, comme autant de petits trésors sacrés, témoignant des liens amicaux unissant le Maroc et les Pays-Bas entre autres. Il y a un bel mix entre l'histoire compartie avec le Maroc et l'Europe. Donc, il y a beaucoup de produits qui viennent de l'Europe, mais aussi l'artisanat marocain de la région du nord-est du Maroc, l'artisanat marocain qui est très connu dans le monde entier. Donc, on voit un peu l'histoire du développement de la région et aussi l'histoire de l'amitié entre nos deux peuples, les Pays-Bas et le Maroc. Il était une fois l'une des plus belles collections de véhicules d'époque à Drewush, ou comment mettre en lumière l'histoire du patrimoine marocain et européen au service du beau et de l'exaltation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.